Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un ninja? Alors un ninja, traditionnellement, pour les Japonais, est un agent de renseignement. Pour plus le symboliser, on dit c'est une ombre. C'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas. C'est un fantôme. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Et les Japonais insistent, on ne le sent pas. C'est très important. Le ninja n'a pas de nom, il n'a pas de forme, il n'a pas d'odeur, il ne laisse pas de traces. Hein, ce qu'on appelle les sanmunin, c'est pas de nom, pas de traces, pas d'odeur. C'est un agent de renseignement, il vient, il va dans un endroit, la nuit, le jour, déguisé, pas déguisé, il prend les renseignements, il s'en va, et puis personne ne l'a vu. Et donc c'est pour chercher des renseignements, pour prendre des objets, pour prendre des plans. C'est aussi quelqu'un qui peut fabriquer des ponts, chercher des guets sur les rivières pour faire passer des troupes. C'est quelqu'un qui peut établir des cartes. Donc c'est très fort en cartographie. Il se déplace le jour, il se déplace la nuit. Donc c'est quelqu'un que l'on envoie avant une bataille, que l'on envoie peut-être à la place même de faire une bataille, hein, pour sauver des vies. Le principe est qu'on ne déclenche pas une guerre, on ne déclenche pas une bataille, une attaque, sans qu'un ninja ait d'abord eu son mot à dire, c'est-à-dire ait déjà pu aider les stratèges à établir la meilleure stratégie d'attaque, de repli, de défense, etc. Et c'est ce qu'on appelle le charme, c'est-à-dire le porte-bonheur de la troupe de combat. Il nous faut un ninja pour pouvoir éviter un maximum les erreurs. Des rumeurs circulent sur Internet comme quoi le Soke Masaki Atsumi serait un imposteur. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas au courant de ces rumeurs en disant que c'était un imposteur. On va dire, dans mes recherches, j'ai trouvé deux sources de l'école Togakure. Donc, ce sont des recherches, on va dire, de chercheurs japonais. Donc, je vais vous citer ces deux sources, hein, sans jugement aucun. Il y a les sources que l'on trouve au Japon. Ishitani, on va dire, sur le Bugei Rua d'Ajiten. C'est en 1182, voilà. Il y a une guerre, hein, la guerre de Genpei, bien sûr, et une personne appelée Daisuke Nishina, originaire du village Togakure, trouve un refuge dans les montagnes d'Iga. Voilà. Donc ça aurait été, cette personne aurait été la première personne fondatrice du Togakure Ryu, dans l'école Togakure Ryu, au XIIe siècle. Préfecture de Nagano, c'est ce que l'on trouve dans la source que dans tout le Takamatsuden, ce qu'on appelle le Togakure Ryu Ninjutsu et Densho, donc dans les Densho que possède Atsumi Sensei, qu'il a hérité de Takamatsu Sensei. Dans une autre étude, vous avez Hiroshi Ikeda, qui est un chercheur de l'université de Mie, à Iga Ueno, qui a écrit un livre qui s'appelle Ninjutsu Kento. Lui, il dit que le Togakure Ryu fut créé par Kansuke Yamamoto, qui était commandant en chef des forces armées de Takeda Shingen. Donc, ce Kansuke Yamamoto était né en 1501, donc au XVIe siècle. Il s'appelait Haruyoki Yamamoto. Il était de la province de Mikawa. Il devint moine bouddhiste. Il prit alors le nom de Ganzuke. Il aurait écrit un traité de stratégie, le Koyogunkan, pour Takeda Shingen. Il est mort en 1561. Il était borgne, boiteux, mais excellent lancier, était un guerrier redoutable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les provinces de Nagano et les provinces de Mikawa sont des provinces qui se touchent et qui sont juste à côté donc du lac Biwa, très près de Iga Ueno. Donc je n'ai pas de préférence dans ces deux sources. Je pratique les écoles que j'ai reçues, les techniques que j'ai reçues de l'école Togakure. Je n'ai pas reçu d'école d'autres techniques de ninjutsu qui viendraient de Kanzuki Yamamoto. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Voilà, moi, au point où j'en suis, je veux dire, à l'état des recherches, je n'ai que deux versions. Est-ce qu'il y a plusieurs versions? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les études sur le ninjutsu
au Japon commence juste depuis le mois de septembre 2013. Donc avant le mois de septembre 2013, il n'y avait pas de recherche au Japon sur le ninjutsu. Et là, à la fac de Mie, donc plusieurs personnes, que ce soit Kiyomoto Sensei, Kawakami Sensei, Keda Sensei et d'autres autres personnes, qui sont des professeurs de faculté ou des héritiers de certaines traditions, ont mis leurs connaissances en commun pour trouver les origines exactes du ninjutsu. Ils ont analysé le Mansen Shukai, ils ont analysé le Nimpiden, le Shoninki, ils voient quelques traités de guerre, et ils se font leur idée, ils font des conférences pour expliquer à quoi servaient ces livres, par qui ils ont été écrits, est-ce que ces personnes étaient ninjas ou pas. Ils sont en train un petit peu de écrire maintenant l'histoire du ninjutsu. Ce qui voudrait dire que tout ce que l'on sait sur les ninjutsu avant, tout ce que l'on savait sur le ninjutsu avant, écrit par les Japonais, ne tenait que du Nimpuikan, du Basen Shukai, du Shoninki et du Nimpiden. Donc, ou du ninjutsu Gukui, par exemple. Mais bon, ce sont des écrits japonais. Je ne parle même pas des écrits occidentaux, je n'en tiens pas compte. Est-ce que l'école Togakure provient de l'Iga-ryu ninjutsu? D'après le Takamatsu-den, oui. D'après le Takamatsu-den, oui. D'après les gens d'Iga, non. D'après le professeur Ikeda, non. Donc, on va dire ce fait historique ne m'intéresse pas plus que ça. J'attends les conclusions des recherches qui seront des recherches tout à fait réalistes. Par exemple, il y a un livre plutôt qui a été créé l'année dernière, édité l'année dernière au Japon, qui sont études définitives sur les ninjas et le ninjutsu. Ça veut dire que tout ce que l'on sait sur les ninjas et le ninjutsu, sur la pratique, d'après justement les livres dont on a parlé, les densho traditionnels, des livres ont été faits par des groupes de reconstitution et par des chercheurs historiques. Ces livres sont faits, ils n'en feront pas plus. Tout a été écrit, tout a été dit. Maintenant, il y a d'autres recherches sur la véracité de ces textes, sur la véracité et l'utilité de ces textes. Et quand ces études seront publiées, à ce moment-là, je pourrai me prononcer parce que ce sera la version officielle des Japonais et des héritiers des écoles ninja sur les ninjas et le ninjutsu. Et j'ai hâte d'avoir la finalité de ces études universitaires. Que pensez-vous du soke Jinichi Kawakami? Alors, je ne connais pas Kawakami personnellement. Je pense ce que les chercheurs disent, hein. C'est-à-dire c'est une personne qui est en ce moment même où je parle à la fac de Mie, hein, donc la fac Higaweno. C'est une personne qui s'occupe plus ou moins du musée de Higaweno. Que dire de plus? Il est... on va dire le mentor de mon élève Guillaume Lemanien, qui en ce moment vit à Higaweno et a été reconnu comme chercheur à la fac de Mie, donc en ninjutsu, chercheur en ninjutsu. Donc c'est Kawakami Sensei, son maître de recherche. Je n'ai pas de jugement de valeur sur cette personne. Quand je la rencontrerai, on fera une autre interview. Y a-t-il du ninjutsu en France? Je ne sais pas, il paraît qu'il y a du ninjutsu en France, alors il paraît qu'il y a même une fédération de ninjutsu en France, ou des brevets de ninjutsu en France, ou des diplômes de ninjutsu en France. Alors moi je suis ébahi, c'est extraordinaire. Comment des Français peuvent décider de faire des brevets ou des pratiques de ninjutsu, je parle en faisant des techniques dans un dojo, simplement basé sur des katas, par exemple, comme on pratique le judo, l'aïkido, le karaté, par exemple. Comment on peut décider ça alors que, comme je viens de l'expliquer, les recherches en ninjutsu au Japon commencent juste à l'instant. Elles n'ont pas 6 mois. Le début des recherches, c'est pas 6 mois. Ça fait pas 6 mois que les chercheurs japonais, les professeurs de faculté japonais, les groupes de reconstitution japonais sont en train d'essayer de déterminer ce qu'est le ninjutsu, alors qu'en France, il y a des fédérations ou des professeurs qui donnent des diplômes de ninjutsu français.
là, il y a un truc qui ne va pas. Qu'on apprenne à faire des omelettes, qu'on donne des diplômes de pétanque, qu'on donne des diplômes de bouillabaisse ou de cuisine française, apprendre à faire les quenelles lyonnaises ou comme je dis, les bouillabaisse marseillaises ou les choucroutes alsaciennes, pourquoi pas? Mais du ninjutsu, je ne vois pas ce qu'un Français pourrait faire. Par contre, comme je dis, dans notre centre d'études, on apprend à forger les outils, on apprend on lit les traductions des textes Nimpiden, Shoninki, Senshukai que j'ai, le Ogiden, on travaille sur ces documents-là, on reconstitue les ningus, c'est-à-dire le matériel qu'utilisaient les ninjas, pas forcément des armes, mais du matériel. On les met en pratique, on essaie de les utiliser, on fabrique comment on dit, les objets ninja, les armes ninja. On étudie les recettes diététiques, on étudie les médicaments ninja, les explosifs ninja. Les poisons, ça sert à rien, donc on ne va pas les utiliser ni les étudier. Mais tout ça, on a les sources de tout ça. Et ça, c'est faire du ninjutsu. C'est étudier le ninjutsu comme ceux qui font de la reconstitution historique. C'est à la fois de la reconstitution et de l'expérimentation. Et on est dans le cas de, comme je vous dis, expérimentation, reconstitution. Mais sur un tatami, à part les roulades et grimper au mur, je ne vois pas ce qu'on peut faire de ninjutsu. Est-ce qu'un bon pratiquant de ninjutsu peut consommer de la viande et des sodas? Et pas du tout. C'est comme si vous me dites, regardez Hiro Onoda. Hiro Onoda, le symbole du survivant, 40 ans dans la jungle de Lubang à manger des bananes et à boire de l'eau de coco. Hiro Onoda prouve que l'on peut vivre pendant 40 ans en mangeant des bananes et boire de l'eau de coco, en plein stress de guerre, avec des gens qui vous tirent dessus, en se cachant toutes les nuits. Donc on est dans le stress oxydatif total. Voyez, on n'est pas dans le végétarisme bobo. Voyez, donc un ninja qui sait pertinemment que pour être en bonne santé, pendant une mission, surtout pendant une mission, il ne faut pas avoir d'odeur, il faut pouvoir être endurant, il faut être résistant, il faut être fort, il faut être souple, il faut être rapide, il faut être dynamique, il faut être puissant, il faut être bondissant, il faut être silencieux, il faut être concentré, il faut pouvoir courir et s'arrêter et avoir un battement de cœur qui arrive tranquillement à se calmer. Ça ne peut pas être quelqu'un qui va boire de coca, fumer une clope et manger un steak frites, quoi. Je veux dire, au Japon, c'est impensable. Ce qui est extraordinaire, et je suis content de vous permettre de me le dire, de me le faire dire, c'est que si demain un Français de 40 kilos va au Japon pour faire du sumo, on va lui dire, mon petit coco, il faut que tu prennes 100 kilos. Et le gars, on va lui faire manger du poulet avec du poisson, avec du soja. Là, il va être d'accord, le Français. Par contre, si on lui dit, s'il va au Japon en faisant 110 kilos et il va à Igaweno en disant je vais faire du ninjutsu, il dit ok, tu vas grimper aux arbres, tu vas grimper au château d'Igaweno et pour ça il faut que tu perdes 65 kilos. Le gars il va dire non, je suis pas d'accord. Moi je veux pas me mettre au régime, je veux bien bouffer pour peser 130 kilos mais je veux pas maigrir, je veux pas me priver. Donc c'est une aberration, les ninjas pèsent 60 kilos, c'est la définition même du ninja. Mais ils ne pèsent pas 60 kilos par hasard, ils pèsent 60 kilos parce qu'il faut se suspendre par les mains au plafond. Il faut grimper aux arbres, il faut grimper au château, il faut pouvoir... Alors le mec qui me dit, moi je fais du ninjutsu, et qui fait 110 kilos, bah, il prend le grappin que j'ai utilisé tout à l'heure, et je lui dis, maintenant tu vas prendre tes 110 kilos et tu vas le grimper sur 5-6 mètres, sur une petite corde qui est grosse comme un doigt. Le gars, il ne pourra pas, il va se cisailler les mains. Il va s'étrangler, il va se faire un garrot, il ne pourra jamais soulever sa carcasse. C'est impossible. Il y a 1000 raisons, hein. Comme je disais, il y a 1000 raisons. Le stress oxydatif, l'hyperperméabilité intestinale, la leucocytose. Il y a 1000 façons 1000 raisons de ne pas manger de la viande ou des choses comme ça. Il y a 1000 raisons. L'hyperacidité, par exemple. Avec tout le cortège d'arthrite, d'arthrose, de maux de tête, voilà. Enfin, il y a trop de raisons. Il y en aurait des millions de raisons à expliquer pourquoi il ne faut pas manger de viande. Et
Ouais, surtout quand on veut faire du sport et surtout quand on veut faire du ninjutsu. Un sportif qui mange de la viande acidifie son sang, alors que l'entraînement lui-même acidifie son sang. Pourquoi acidifier 2 fois son sang? Quelqu'un qui doit courir la nuit avec un sac à dos pour faire une mission, dans le stress oxydatif de la mission, euh, plus la course, plus le repas acidifiant, il acidifie 3 fois son sang. Donc il fait de l'ostéoporose, il est en train de manger son calcium, il est en train de manger ses minéraux, il se déminéralise. Qui veut dire déminéraliser veut dire aussi se déshydrater. Donc il attaque sa muqueuse intestinale. Alors, voilà, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est un suicide. C'est un suicide. Alors les gens, ils vont me dire, ouais, mon grand-père, il faisait ça. Ton grand-père, il n'avait pas la Wi-Fi. Ton grand-père, il mangeait pas McDo. Il mangeait des animaux qui n'étaient pas vaccinés. Il mangeait des légumes qui n'étaient pas ionisés, c'est-à-dire irradiés. Et OGM. Donc le moule de nos grands-pères, c'est terminé, il n'y en aura plus. Hein. Je pense que des gens qui vont vivre à 98 ans et qui ont commencé à manger Coca et McDo, boire Coca et McDo, ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, on trouve des centenaires qui boivent Coca, enfin qui ont bu toute leur vie Coca et qui ont mangé des McDo toute leur vie. Ça n'existe pas et c'est totalement impossible. À moins d'avoir eu un grand-père ou un père qui s'appelait Hironoda, qui ont un pouvoir, enfin un patrimoine génétique extraordinaire. Je dis bien extraordinaire.